TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. La troupe toute arme FETA à police 2018-2019 du Centre national d'instruction de Kara est en fin de formation. Près de 700 nouvelles recrues rejoignent ainsi les rangs de la police nationale. La cérémonie de fin de formation a suivi dans cette édition. Et puis, la deuxième édition du T10 Tocoin s'est tenue cette semaine à Lomé. Une occasion qui a permis d'insister sur l'importance du numérique dans le développement de nos États. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir. D'abord, sachez que c'est le chef d'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui prendra la tête de l'Union africaine à l'issue du sommet de l'institution qui s'est ouvert ce dimanche du côté d'Addis Abeba en Éthiopie. Il succédera à son homologue rwandais Paul Kagame. Le président de la République Faure Eswazimna Nyasimbe est représenté à ce sommet par le ministre des Affaires étrangères Robert Doucet. Ces 2 jours de réunion permettront donc d'évoquer la poursuite des réformes institutionnelles et le plan de résistance sera constitué de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale et sur 55 pays membres, 19 l'ont déjà ratifié. Un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre du marché unique du transport aérien en Afrique, MUTA, sera enfin examiné. Le dossier a été confié, vous vous en souvenez, l'année dernière au président de la République Faure Eswazimna Nyasimbe. Nous reviendrons en détail sur le contenu de ce sommet, ce 32e sommet qui s'est ouvert ce dimanche du côté d'Addis Abeba dans nos prochaines éditions. Je vous l'annoncer donc en titre: fin de formation élémentaire troupe toute arme FETA à police 2018-2019 au Centre national d'instruction à Kara. Une cérémonie a marqué cette fin de formation et près de 700 recrues rejoignent ainsi les rangs de la police nationale pour le maintien de l'ordre et de la sécurité. La cérémonie de fin de formation a été présidée par le chef de l'état-major général adjoint des forces armées togolaises en présence du ministre en charge de la sécurité. Le compte rendu depuis Kara de Nestor. Bonsoir. Du sang neuf pour la police nationale. Ce corps accueille de nouvelles recrues. 684 agents, dont 585 garçons et 99 filles, intègrent ces rangs à compter de cette cérémonie qui symbolise la fin de la formation élémentaire troupe toute arme FETA à police 2018-2019. Le Centre national d'instruction CENI leur a donné le bagage nécessaire pendant 3 mois pour être à la hauteur des attentes. Ces jeunes filles et garçons venus de tous les horizons du pays reflètent la diversité confessionnelle et sociale de notre cher pays. Ceci rappelle de façon symbolique le rôle fondamental que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile joue dans la construction de l'unité et la cohésion nationale. En effet, ces recrues sont rentrées au Centre national d'instruction le 9 novembre 2018. Suite à un concours organisé par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Pendant 13 semaines, elles ont acquis des connaissances militaires sur le combat, les tirs, l'armement, le génie et la discipline militaire. Le parcours n'a pas été facile, mais aujourd'hui, nous apercevons le bout du tunnel. Ces recrues de la police sont donc prêtes pour réaliser l'ensemble des tâches pour lesquelles elles se sont engagées pour la formation au Centre national d'instruction, notamment la sauvegarde de la sécurité intérieure. Le ministre de la Sécurité le leur a rappelé. À partir de ce jour, vous êtes en train d'embrasser le métier des armes. C'est un métier noble qui fera de vous, au péril de votre vie si besoin en était, les sentinelles de la loi, les garants de la paix et de la sécurité, les premiers recours de nos concitoyens. Au lieu d'un métier, c'est en réalité un sacerdoce. Vous êtes appelés à donner plus que vous n'allez en recevoir.
vous avez choisi de consacrer votre vie à notre pays. Et pour ce faire, vous serez constamment astreint à l'observance de certaines valeurs fondamentales que sont, entre autres, la discipline, la loyauté, la rigueur, l'esprit de corps et de sacrifice, le respect et l'application des lois de la République. Ce sont ces valeurs qui se trouvent résumées dans le mot d'ordre que vous citez souvent à chaque début d'événement, à savoir, je cite, pour le respect de la loi et le maintien de l'ordre, la police veillera. Fin de citation. La délicatesse des missions qui vous attendent appelle un professionnalisme très poussé pour combler les attentes du gouvernement et de nos populations, en adéquation avec les exigences démocratiques actuelles qui fondent l'environnement politique international. Le chef d'état-major général adjoint des forces armées togolaises a aussi abondé dans le même sens lorsqu'il souhaitait la bienvenue aux nouvelles recrues de la police au sein de la grande famille des forces de défense et de sécurité. Recrues de la FETA à Police 2018-2019. Votre recrutement s'inscrit dans la vision du chef de l'État de renforcer les capacités d'action de la police par la mise à sa disposition d'équipements modernes et adaptés, ainsi que des ressources humaines de qualité, afin qu'elles soient mieux à même de faire face avec efficacité aux nouvelles formes de menaces à la paix et à la sécurité qui affligent notre société. Nous nous associons à la joie que vous éprouvez en ce moment, au sentiment heureux qui vous anime au seuil de cette étape importante de votre vie. En même temps, vos futurs chefs, vos anciens, vos futurs camarades, vos parents et vos amis ici présents vous invitent à ne pas dormir sur vos lauriers. Je vous réitère les félicitations du chef d'état-major général pour avoir réussi avec brio cette première partie de votre formation et vous souhaite à tous une bonne suite. La formation militaire que les recrues ont suivie sera complétée par une formation professionnelle à l'École nationale de police de Davier pour leur permettre d'acquérir toutes les aptitudes nécessaires de la fonction de policier. Après cette vague, une autre est attendue au CNI dans les prochains jours pour la même formation initiale. La FETA-B a un effectif de 800 recrues. Et restons toujours à Kara où des étudiants de l'université de cette ville sans certificat de nationalité togolaise auront dans quelques jours ce document. La direction du sceau de la nationalité et de l'identité civile s'est installée au campus sud à Kara pour la collecte des données à cet effet. Nous retrouvons sur place Nestor Mouzo. Difficile de croire et pourtant des cas existent. Il y a des étudiants togolais sans certificat de nationalité. Situation qui leur complique souvent l'accès à bien de choses, notamment les aides et bourses d'études. Pour résoudre ce problème, des dispositions ont été prises pour la tenue des audiences foraines en vue de l'établissement de cette pièce aux nécessiteux. Après l'université de Lomé, c'est au tour de celle de Kara d'accueillir ces audiences foraines. Désormais, à partir de la fin donc, de cette opération, on ne parlera plus de dossiers incomplets à la DBS et par voie de conséquence de grève ou d'assemblée générale d'étudiants liés au retard de bourse et de tranches. Alors, cette opération est à saluer également parce que c'est pas normal qu'un étudiant citoyen de son État ne dispose pas de ce papier, de cette pièce qui fait de lui un vrai citoyen. On est citoyen que quand on a tous les papiers qui confèrent cette citoyenneté à l'individu. Environ 2000 étudiants de l'université de Kara comptent sur cette opération foraine pour disposer de leur certificat de nationalité. Les problèmes que nous rencontrons parfois, c'est le changement de nom des parents et parfois des quittances perdues ou des nationalités qui sont erronées. Et maintenant, avec cette initiative et tout ce qu'ils ont exprimé brièvement, nous voyons que la solution à nos problèmes sera résolue. Et sincèrement, ça me va droit au cœur. En réalité, c'est une anomalie qu'un enfant parvienne jusqu'à l'université sans que ses parents se soient occupés de l'établissement de ces pièces d'identité. Alors nous sommes ici au secours de ces étudiants en espérant que les autres parents en prendront conscience afin de faire établir le plus tôt possible des pièces d'identité, en l'occurrence le certificat de nationalité togolaise, à leurs enfants. Pièces
qui prouvent leur attachement à l'État togolais, leur origine togolaise et leur citoyenneté togolaise. À la fin des séances de collecte des données, la direction du Sceau de la nationalité et de l'identité civile va repartir à Lomé avec les dossiers. Elle promet de remettre les certificats de nationalité aux autorités de l'Université de Kara dans un délai d'1 mois. Le président de l'Université de Kara, le professeur Komla Sanda, a témoigné la gratitude de la communauté universitaire et des bénéficiaires à tous ceux qui sont impliqués dans cette opération d'établissement de certificats de nationalité aux étudiants qui n'en avaient pas. Et ce sont justement les jeunes qui étaient invités à participer à la 2e édition du TEDx Tocoin, un rendez-vous de partage de connaissances et d'expériences pour encourager la jeunesse et lui inculquer un esprit entrepreneurial. Et pour ce acte 2, le numérique était à l'honneur avec une dizaine de conférenciers. Le compte rendu avec Ulrich Amiga et Yata Arate. Devant ce panel de participants, Linda Vallée livre ses expériences professionnelles sur son début en entrepreneuriat. Comme elle, ils sont une dizaine venus de divers horizons à se livrer à l'exercice. Moment de partage d'expériences et d'échanges. Pour cette 2e édition de TEDx Tocoin, le numérique est à l'honneur. De passion, je suis devenu maker, je fabrique des choses comme ce petit robot qui bouge, qui est contrôlé par un téléphone portable. Et ce que je suis venu partager au TEDx avec les jeunes et les participants, c'est que aujourd'hui tout est possible pour les jeunes, les sciences, la technologie. Nous pouvons explorer d'autres horizons, nous pouvons développer des choses et apporter justement des solutions pour l'Afrique de demain. Et ce que je propose, c'est d'entreprendre et de développer l'économie numérique pour arriver à des sociétés saines et épanouies. Aujourd'hui, nous avons de nombreuses personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et à l'entrepreneuriat numérique en particulier. Il y a des jeunes entrepreneurs qui créent des choses, qui innovent et qui viennent répondre à des problématiques concrètes que la société rencontre, que leur communauté rencontre. Et c'est ce que nous encourageons. TEDx Tocoin se veut un cadre pour inciter les jeunes à l'esprit entrepreneurial en vue de venir à bout de la précarité. C'est une conférence de partage de connaissances qui réunit plusieurs conférenciers qui viennent étayer sur différents thèmes et domaines d'activité, comme la technologie, l'entertainment, design, c'est-à-dire technologie, divertissement et tout ce qui est créativité et innovation. Aujourd'hui déjà nous avons parlé de l'éducation numérique. Déjà Folie Oussoua Bébé qui a parlé de toute la difficulté qu'il a eue ici au Togo pour pouvoir monter déjà son entreprise en tant qu'entrepreneur déjà dans l'innovation. Et après du soutien qu'il a reçu aussi de l'ambassade des États-Unis, qui l'a aidé à pouvoir monter tous ces projets qui sont relatifs à l'innovation et à la créativité. À cette rencontre, les participants ont été davantage entretenus sur les différentes opportunités d'entrepreneuriat dans le domaine de la technologie, de l'éducation, des arts ou encore du développement personnel. Dans la mise en œuvre du PND, plan national de développement, programme national de développement, il est prévu l'amélioration des conditions de vie des populations. Et c'est justement dans cette droite ligne que l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, a mis en place un projet de formation des domestiques de maison. Et pour nous en parler justement, dans l'édition de 13h ce dimanche, le directeur général de l'ANPE était sur le plateau. Il a été reçu par Prudence Zinsou. Il s'agit de M. Edmond Amoussou. Suivez plutôt. L'ANPE s'est engagé également ces dernières années sur le chantier des services à personnes, SAP, un terme beaucoup plus technique pour le commun des mortels. Dites-nous, monsieur le directeur, c'est quoi les SAP? De façon simple, c'est les emplois domestiques. Les ménages créent de l'emploi, donnent de l'emploi. En France, à un moment donné, on a voulu changer le titre pour faire noble service à la personne. Quand on dit emploi domestique, on parle de boy, de bonne, c'est péjoratif. C'est véritablement la capacité de ces employés à être très professionnels. Avez-vous des personnes âgées à la maison? Il faut des professionnels pour vous aider à les gérer. Vous devez gérer la petite enfance, il faut des professionnels. Et aussi, pour les services communs d'accueil, de nourriture, de propriété et d'hygiène, de la blanchisserie. Attends, il est désolant quelquefois de voir des gens des banques, de la fonction publique venir avec des pantalons qui ne sont pas bien passés. Non, il y a des professionnels qui sont dans nos maisons qui peuvent avoir ce caractère professionnel, fait bien les choses. Voilà en réalité l'enjeu qu'il y a autour. Donc ces éléments d'hygiène et autres, mais aussi
les autres marchés que j'ai cités tout à l'heure, le Canada, l'Europe, et même au niveau du Golfe, demandent ce type de métier. Donc, c'est quelque chose qui existe, que nous voulons anoblir, mais aussi renforcer professionnellement pour quitter l'informel et un clin d'œil du gouvernement à la petite enfance. Parce que le point, le troisième axe du PND dit améliorer le cadre de vie. Si on gère mieux la petite enfance, les femmes aussi seront un peu plus autonomes, ayant le cœur tranquille pour être au boulot. Ne pas avoir peur qu'une non-professionnelle gère les enfants à la maison. Et puis les personnes âgées dont j'ai parlé, mais nous-mêmes, quand on est député, on est DG de l'ANPE, on vient chez vous, les verres ne doivent pas sentir le poisson, ni l'huile rouge. Il faut que ça soit fait professionnellement. Vous serez à l'aise lorsque vous invitez vos collègues de l'Europe, de l'Afrique de l'Ouest à venir. D'ailleurs, je pense que les nouveaux députés doivent inscrire leurs domestiques dans cette activité parce qu'ils doivent représenter la classe politique digne et visible pour le pays. L'ANPE se propose de renforcer les capacités des travailleurs domestiques. De quoi s'agit-il concrètement et quel sera le contenu de cette formation? Oui, les consultants qui vont travailler sur ce dossier vont former les jeunes gens et les jeunes filles. Bon, c'est un peu aller jusqu'à 45 ans aux matières suivantes: hygiène et sécurité. Ça, c'est important. Comment est-ce qu'on nettoie la maison? Comment est-ce qu'on s'assure que tout est nickel dans la maison et que tout le monde se passe bien? Nettoyage et désintoxication. Il y a des techniques pour utiliser les produits de nettoyage. Il ne faut pas confondre les choses et ne pas aller, par exemple, utiliser l'acide quand il ne faut pas. Quelles sont les précautions? Et au niveau de l'art culinaire, la réception, je le disais tantôt, c'est important que dans nos maisons, même si la chef de famille travaille, on donne quelques instructions. La domestique ou le domestique ou le travailleur doit être capable de proposer des choses. Il faut une maîtrise, une capacité d'avoir l'art culinaire. On doit bien manger, équilibrer et ne pas intoxiquer notre façon de... Et puis la garde des enfants, c'est important parce que nous avons moins de 75% de la population qui est très jeune, très jeune. Et donc la garde des enfants est un élément délicat sur lequel il faut travailler. La blanchisserie et le repassage. Oui, mais si vous inscrivez votre collaborateur de la maison, vos chaussures seront cirées de façon nickel. Et quand papa passe, il va aller au boulot, on ne va pas se moquer de lui. Que ce n'est pas. Et la gestion du temps, parce qu'il faut gérer le temps. À la maison, aider le chef de famille et monsieur et madame à bien gérer le temps, organiser les jeunes pour les révisions des cours et tout le reste. Et justement, qui peut être concerné par cette annonce de mise à niveau? Toute personne qui travaille dans nos maisons, âgée de 18 à 45 ans, homme ou femme, et puis qui sait s'exprimer en français. Ça va lire écrit. C'est pas un gros français. On n'a pas besoin forcément d'avoir le bac. On peut avoir plus ou moins le CEP, mais ça va lire écrit parce qu'il faut prendre les cours. Et puis être en activité professionnelle. Ça veut dire que ça exclut les premiers entrants, ceux qui veulent maintenant rentrer dans le métier. Nous privilégions d'abord, nous avons 120 places. Si nous avons des inscriptions jusqu'à 100 et qu'il reste une vingtaine de places, on verra pour les nouveaux. Mais en principe, c'est ceux qui sont déjà dans nos ménages et qui nous aident à gérer la vie quotidienne. Et il y a un délai prévu pour cette formation? Oui, c'était pour mardi prochain, mais nous allons décaler le délai. Le deadline, c'est vendredi 15 février. Ce qui fait que la formation va démarrer plutôt le 25 février. Ça va durer 4 semaines, des horaires de 8h à 11h, disons 10h30 pour que les gens aillent chercher les enfants. Et puis ce serait fait à Baguida, à Nkopé, Dijale et également à Goué. Et voilà les centres de formation. Et donc voilà les quelques éléments sur lesquels nous souhaitons que beaucoup de gens inscrivent le personnel domestique. C'était donc le directeur général de l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, Edmond Amoussou, dans le journal de 13h de ce dimanche, et qui parlait justement de cette formation du personnel domestique. Les cadres de l'Obu, avec à leur tête le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature, David Olatokoun, se sont retrouvés du côté d'Atapamé en une rencontre pour appeler les uns et les autres à œuvrer dans une synergie d'action pour le développement du milieu. Le compte rendu avec Sylvain Abdou.
C'est une rencontre toute particulière entreprise ici par les cadres de Lougu, au premier rang desquels le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature. Après sa nomination à la tête de ce département ministériel, le ministre David Oladokoun, en charge de ce portefeuille, dans une approche avec les députés et les cadres du milieu, ont voulu dire merci aux populations pour leur engagement et soutien apporté au Parti uni qui lui a permis de gagner 3 sièges sur 4 dans la circonscription électorale de Lougu. Également une occasion pour eux d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État pour le climat de paix et de cohésion sociale qui ont régné tout au long de ce processus. Il est important pour nous de revenir à la base pour rendre compte à la population que nous représentons dans ce gouvernement, dans la mesure où nous avons l'obligation morale de travailler en synergie avec eux pour pouvoir atteindre les objectifs fixés par le parti Union pour la République. Nous sommes en paix. Pour avoir connu des pays qui n'ont pas la même chance que nous savons quel est le prix de la paix. Il fallait lui dire merci. Quand nous avons de la reconnaissance dans le cœur, on n'a que ce petit mot, merci. Cette mobilisation a comblé l'attente des uns et des autres qui entendent, à travers cette rencontre, consolider les acquis pour le développement socio-économique. Les couches qui sont représentées ici représentent valablement toute la circonscription électorale. La mobilisation est au comble, on est satisfait. Ce déplacement ici à Atapamé a également permis à David Oladokoun de rappeler aux directeurs régionaux de la préfecture et chefs service les grands axes du PND, Plan national de développement, en vue de leur engagement et les actions à opérer pour accompagner cette vision amorcée par le gouvernement pour la période 2018-2022. Et nous avons mis l'accent sur la présentation du Plan national de développement qui couvre la période de 2018 à 2022 et qui doit permettre au Togo de renouer avec un taux de croissance de 7,6% à l'horizon 2022. Nous avons eu à expliquer les enjeux de cet outil de développement stratégique à travers les axes stratégiques que sont la mise en place d'un hub logistique d'excellence et des centres d'affaires de premier ordre dans la sous-région, la mise en place des pôles de développement, de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive, et enfin la consolidation du développement social et du renforcement des mécanismes d'inclusion. Nous avons présenté ces axes stratégiques et lancé un appel aux chefs services, aux directeurs régionaux pour qu'ils puissent accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ce plan national de développement. En marge de cette rencontre, une messe catholique et un culte protestant ont été également célébrés dans la perspective d'adresser leur reconnaissance à Dieu et de lever leur voix pour remercier également le Seigneur pour ses bienfaits, pour que les valeurs prônées par le chef de l'État, notamment la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble, soient un acquis au Togo. Désormais, le Togo dispose d'un document dans lequel est recensé les organisations par secteur d'intervention et les actions menées sur le terrain. Ce document prend en compte les difficultés rencontrées et les relations qui existent justement entre ces organisations et l'État. Ce document, c'est la cartographie des organisations de la société civile et il a fait l'objet d'échanges cette semaine à Lomé. Le compte rendu avec Medina Salani. De la francophonie. C'est une rencontre d'échange et d'information avec la presse sur les enjeux du numérique et du développement durable dans l'espace francophone. Ici, au bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest de l'OIF, ces hommes de médias ont suivi de bout en bout la présentation de 3 récentes publications de l'organisation en lien avec sa stratégie numérique définie pour l'année 2020. Il s'agit notamment du rapport 2018 sur l'état de la francophonie numérique, du guide de la cybercriminalité et de la cyberdéfense et le guide de l'intégration des objectifs de développement durable dans les plans locaux de développement. Maintenant, nous sommes surtout à l'heure de la francophonie économique et de la francophonie numérique. À travers ce document, nous voyons se refléter donc cette évolution des missions de l'organisation qui s'occupe surtout du développement du numérique dans l'espace francophone, les objectifs pour le développement durable, les ODD, dans les communes,
et aussi de la cybersécurité dans les pays francophones. Donc il y a là, vous pouvez voir, des sujets importants pour nos États, pour la sécurité de nos États, pour l'emploi des jeunes et des femmes, et surtout pour le développement à l'échelle locale dans les communes. Si ces différentes publications font état de plusieurs avancées en matière d'économie numérique dans l'espace francophone, elles relèvent toutefois des défis. Et ces défis se situent à 3 niveaux essentiellement. Le premier, c'est au niveau du financement du numérique ou du développement local. Il est important que les pouvoirs publics puissent doter les jeunes entreprises du numérique de ressources importantes pour pouvoir se développer. Donc cela implique aussi la question de la volonté politique qui existe et qui doit être renforcée. Le second défi, c'est celui de la formation. Il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin d'être formés pour transformer leurs idées en entreprise, en entrepreneuriat. Et en les formant, en les accompagnant avec des financements, on peut régler ce problème de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Et enfin, le troisième défi, c'est les infrastructures. Les informations relatées dans ces documents sont basées sur des statistiques recueillies au niveau de certains ministères. Destinés aux étudiants et aux chercheurs, ces documents sont avant tout publiés pour aider les pouvoirs publics dans la prise des décisions. Vous l'aurez donc compris, vous venez plutôt de suivre la présentation des publications de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, sur le numérique et la mise en œuvre des objectifs de développement durable. L'importance donc du numérique dans la mise en œuvre de ces objectifs. Le 6 février dernier, la communauté internationale a célébré la journée de lutte contre les mutilations génitales. Les mutilations génitales, justement, plusieurs femmes en sont victimes de par le monde. Et au Togo, malgré plusieurs efforts qui sont menés, l'excision persiste dans certaines localités. Qu'est-ce qui justifie justement ces mutilations génitales et que fait le gouvernement ou le Togo pour venir à bout de ce phénomène? Les éléments de réponse dans ce dossier signé Dodo Wari. Des millions de femmes ont déjà subi une forme quelconque de mutilation génitale. Souvent pratiquée par des praticiens traditionnels comme les exciseuses et les matrones, l'opération se fait sans anesthésie, avec des ciseaux, des lames de rasoir ou des couteaux. L'intervention peut entraîner des complications telles que les douleurs, le traumatisme, parfois la mort. Les conséquences sont multiples et peuvent affecter une femme tout au long de sa vie. Les pratiques se font maintenant de façon clandestine, notamment dans la zone centrale, dans la région centrale, dans une partie de la région des savanes et au niveau des frontières. Il y a certaines femmes ou certaines familles, elles amènent les filles dans d'autres pays frontaliers pour pouvoir mener cette pratique, la pratique de l'excision, et enfin amener ces filles au Togo. Nous avons des conséquences immédiates, notamment l'hémorragie, la douleur, et des conséquences à long terme qui sont des séquelles de fistules vésico-vaginales, la mort, des kéloïdes qui se forment au niveau de l'orifice vaginal et qui empêchent, qui donnent des difficultés aux femmes lors des accouchements. Les mutilations génitales féminines, dont l'excision, désignent l'ablation totale ou partielle des organes génitaux féminins externes pour des raisons non médicales. Le Togo est l'un des pays touchés par cette pratique et on estime à 33% le nombre de femmes excisées dans le pays. Le Togo peut à ce jour s'honorer d'être considéré parmi les pays africains qui ont atteint un niveau avancé dans la lutte contre l'excision. Et c'est à travers des campagnes de sensibilisation régulières et des dispositions réglementaires mises en place pour décourager les concernés. À ce jour, les enquêtes réalisées par les autorités togolaises montrent que la pratique a diminué au cours des 10 dernières années. La première action que le Togo a menée pour lutter contre les mutilations génitales féminines est la prise de la loi 98/016 qui interdit les mutilations génitales féminines au Togo. Et cette loi a été traduite en 4 différentes langues locales, notamment le Tem, le Moba, le Kabye élevé, et traduite aussi en français facile pour que toute la population puisse avoir accès aux informations concernant cette loi. Aujourd'hui, il y a une brigade de vigilance
qui punit les pratiques traditionnelles néfastes. L'autre action également est la mise en place des centres d'écoute à l'intérieur du pays pour pouvoir écouter ces femmes-là qui sont victimes de l'excision et de recenser quelques difficultés qu'elles éprouvent pour avoir subi ces cas de mutilation génitale féminine. Nous sommes encore en train de mener les plaidoyers pour que l'État puisse mettre en place un centre de prise en charge en formant les praticiens hospitaliers dans la prise en charge des séquelles liées aux mutilations génitales féminines. Également, les sensibilisations continuent. On ne baisse pas le bras. On continue la sensibilisation et les campagnes. Maintenant, ce qui concerne les exciseuses elles-mêmes, il y a des fonds, des microcrédits qui sont loués de temps en temps à ces exciseuses pour pouvoir les reconvertir et éviter la pratique de l'excision au Togo. Dans le monde entier, cette pratique menace plus de 200 millions de femmes et est reconnue au niveau international comme étant une violation des droits fondamentaux des femmes et des filles. Il faut donc multiplier les stratégies de lutte, impliquer l'ensemble des communautés pour abolir de façon définitive ce phénomène. L'association Mémoire des grands hommes du Togo a organisé un cross-country le week-end dernier dans la Kosa. C'est en l'honneur du père de la nation pour marquer le 14e anniversaire de sa disparition. Et cette compétition a vu la participation des hommes et des femmes. Le résumé avec Nestor Monzo. La compétition est baptisée Cross Country Papa et Yadema. Cette compétition, qui est à sa 9e édition, se déroule en 2 catégories. Les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Les garçons prennent le départ à pied pour arriver au palais des congrès à Kara, une distance de 14 km 200 mètres. Quant aux filles, elles partent du marché de Tchitchao pour aboutir également au palais des congrès, soit 10 km 200. Ce cross-country a été initié par l'association MGHT, Mémoire des grands hommes, pour honorer feu président Gnassingbé Yadema. Juste c'est pour honorer le feu père de la nation. Au-delà d'honorer la mémoire du feu père de la nation, on arrive à trier les bons athlètes pour la région et au-delà même de la région. Et c'est ce qui étoffe notre ligue, surtout à Kara ici. Partis en groupe, les plus résistants ont commencé par se détacher des autres après 2 à 3 km. À l'issue de la course, dans la catégorie garçons, Oyou Douti est arrivé le premier avec un temps de 49 minutes 06 secondes. Il est suivi de Faustin Sinanké, 49 minutes 38 secondes, et de Manzamay So Bebeyo, 49 minutes 56 secondes. Dans la catégorie filles, Chouchou Jatom a franchi la ligne d'arrivée comme d'habitude. Son chrono, 36 minutes 38 secondes. Deuxième, Céline Datieka Laré, 41 minutes 02 secondes. Troisième, Mazalo Pelenga, 41 minutes 12 secondes. Mon coach m'a dit qu'il y a compétition à Kara, de venir compétir. C'est à faire d'entraînement que j'ai eu la chance de compétir pour être le premier. Grâce à mes enseignants de sport. Ça fait une énième fois, parce que souvent j'ai l'habitude de prendre part à la compétition. Et cette année, nous sommes venus aussi rendre hommage à Feu Papa Yadema. Et je rends grâce à Dieu pour cette course qui vient de terminer. Ça me tenait à cœur de rendre hommage à Feu Papa Yadema. Les 3 premiers dans chaque catégorie ont été récompensés avec des pagnes, médailles et enveloppes financières. Les 10 autres des 2 catégories sont repartis avec des prix de consolation, tout en espérant de faire mieux l'année prochaine à l'occasion de la 10e édition. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis du côté de la Kosa. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.